Il persiste et signe, il ne partira pas tant que les autorités en charge du football qui lui ont confié cette mission ainsi que l'État camerounais ne lui ont pas encore donné la conduite à tenir, à suivre au terme de ces résultats catastrophiques enregistrés au cours de ce championnat d'Afrique des Nations. Voilà donc qui fera l'essentiel des débats cet après-midi avec des invités que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Je rappelle également que cette émission est en simultané avec la 106 FM RTM Radio. On va se prendre un verre de 33 Sport, question de nous étancher la soif avant le début des hostilités. Dans le football, il existe plusieurs types de supporters. Les superstitieux, les cardiaques, les enthousiastes. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Retour donc en plateau après cette page blé azur. Eh bien, nous avons fait un clin d'œil à notre sponsor, les brasseries du Cameroun à travers 33 Export. Eh bien, supporter numéro 1 du football. Et parce que nous allons parler également du football cet après-midi, sont 3 invités qui vont nous accompagner dans le cadre de cette autre production de Sport Live, consultants, entraîneurs de football. Ils sont donc là pour cet après-midi. Je vais commencer par un entraîneur de football qui aura un regard très profond sur les différentes performances, et bien que ce soit les équipes qui se sont déployées hier en finale ou encore la performance du Cameroun tout au long de cette compétition. Il est là, un jeune loup aux dents très longues, et bien qui a déjà fait ses marques et ses pas dans l'entraînement dans plusieurs clubs au Cameroun. C'est vrai, c'est un habitué de ce plateau. Chaque fois qu'on l'invite et qu'il a la possibilité d'être là, il vient pour partager des moments assez particuliers de sport avec nous. Le jeune, le très jeune, j'allais dire, Lacombe Monté est de notre cet après-midi. Coach, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi à toi, Zobel, Apollinaire. Bon, je suis très content d'être là parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je profite pour te souhaiter une bonne et heureuse année à toi, toute ton équipe, et également à la patronne de cette chaîne de télévision LTM. Ouais. J'espère que, comme d'habitude, on va apporter notre contribution pour que les téléspectateurs soient assez égayés et que l'émission se passe dans les bonnes conditions. Donc, mais ça va penser à moi. Ah, mais ça va, coach, tout va bien? Moi, je vais très bien, je suis en bonne santé. C'est vrai que on a mal fini avec le sprint final du Chan n'a pas été bon. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a franchi un palier, c'est celui d'arriver en demi-finale. C'est vrai que je disais sur un plateau que le SEM fait qu'on ait pris 6 buts en 2 matchs. Le public va facilement oublier le palier des demi-finales. Et c'est ça le propre du domaine des supporters. Très bien. On parlera du Cameroun tout à l'heure avec vous. Il est également dans ce studio avec nous. C'est un consultant, un nouveau visage que vous aurez l'occasion de découvrir également tout au long de ce programme. Bon, la prononciation de son nom nous donne un peu l'impression d'être un Allemand, mais c'est un Camerounais. Souche d'ailleurs, dans la présentation, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il s'appelle Mekoser Do. Voilà, j'espère que je n'ai pas. Pardon? Mekoser Do, comme ça on écorche moins. Mekoser Do. Voilà. D'accord, c'est pas Do. Do, c'est pour ceux qui savent prononcer, parce que c'est un nom que tout le monde n'arrive pas à bien prononcer en fait. Mekoser, bon après-midi. Bon après-midi à vous et merci d'être sur votre plateau. Et bon après-midi à tous ceux qui sont avec moi. Et aux techniciens qui sont derrière, parce que c'est grâce à eux aussi que les téléspectateurs nous voient. Donc je suis ravi d'être là ce soir. Très bien, merci et bienvenue. Et on espère qu'on va passer des moments exceptionnels en votre compagnie. Alors, il fait partie de la deuxième ligne des consultants majeurs de Sport Live cet après-midi encore. Il est des nôtres, le jeune gardien de but, bien à la retraite désormais. Jacques Edimou est là cet après-midi. Jacques, bon après-midi. Bien, bonsoir Zobel, bonsoir à mes companélistes, bonsoir à l'équipe technique. Je renouvelle ma sollicitude envers nos nombreux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Je profite de votre antenne pour souhaiter une très bonne écoute aux vétérans de Babylone, parce qu'il faut dire que
Hier, j'ai été invité pour un match de gala de ce côté-là. La fête fut très très belle et j'ai réalisé combien de ce côté-là, Sport Live est un véritable culte. Ils m'ont demandé de porter le message, de dire combien ils sont contents de ce que Moïse et vous faites à travers ce programme afin d'édifier les différentes, afin d'édifier le public sportif de par la pertinence des analyses de vos invités et par tout ce que vous faites. Vraiment, ils vous disent un grand merci et je suis ici pour également porter ce message-là. Très bien, merci Jacques, merci d'être là. Ce soir encore, eh bien, je rappelle à toute fin utile à tous nos téléspectateurs que cette émission est bien sûr interactive et que vous avez l'occasion, sinon la possibilité de nous envoyer vos messages SMS à travers le 6 95 80 74 70, 6 95 80 74 70. C'est donc le numéro qui vous permettra d'interagir avec nous ici en studio. Alors, on va commencer par la mise en bouche et nous allons parler de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Coach Lacombe Monté qui a connu donc son épilogue hier du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé avec cette belle victoire de l'équipe marocaine sur le Mali, score de la partie 2-0. Mais coach, il faut dire que le Mali a quand même fait douter cette équipe marocaine les 45 premières minutes. Je vais dire bon courage et bravo aux Maliens. Félicitations au Maroc parce qu'ils ont démontré que c'était et c'est la même équipe. Je pense que 2 ans sur cette édition du CHAN, ils ont démontré, j'ai des chapeaux au Maroc, mais il faut noter que le Mali a été un tout petit peu, moi je vais dire, au-dessus de plusieurs équipes. On a vu le parcours du Mali et il faut noter que 2-0, c'est le score le plus lourd du Mali pendant ce CHAN. Et puis, c'est vrai qu'entre guillemets, on dit que ce pays n'a pas de compétition. Mais il faut noter également que c'est une préparation de longue haleine. On a vu l'équipe nationale junior et dans cette équipe A', il y a beaucoup de juniors qui sont montés. Donc c'est un travail qui se fait depuis de longue haleine. Moi, j'ai dit bravo au Mali. Je suis convaincu que si il continue comme ça, peut-être la Coupe d'Afrique qui arrive, on va voir le Mali au moins dans le carré final, pourquoi pas aussi en finale. Je dis bravo parce que c'est une équipe très solide. Pour moi, le meilleur gardien aurait pu être le gardien du Mali. Quand je regarde les quarts de finale, je regarde les demi-finales du Mali, ce gardien a été exceptionnel. C'est lui qui a l'équipe type. Voilà, il a l'équipe type. Donc ce gardien a été exceptionnel. Et il y a, je crois, le numéro 21, il y a peut-être 2-3 joueurs comme ça qui ont été vraiment excellents. Mais il y a aussi l'équipe de la Guinée qui était très surprenante, qui était très forte, l'équipe qui nous a éliminés. Ouais, on parle d'abord du Mali. Mais ça c'est juste pour faire un petit parallélisme. Voilà. Mais j'ai dit bravo du Mali. Vraiment, moi j'ai été agréablement surpris. Et je suis convaincu que si nous on fait l'effort de copier les dons, comme les dons, mais les 16-20%, la politique qui est mise en place du côté du Mali, on va faire bonne route. Alors, mes causeurs voilà, c'est ainsi que je vais vous appeler tout au long de ce programme. Vous aussi, vous avez eu à regarder cette rencontre, cette finale entre le Maroc et le Mali. Une très belle équipe du Maroc que nous avons d'ailleurs appréciée depuis le début de cette compétition. Mais on a un peu aussi agréablement été surpris par la performance du Mali, qui on a vu les 45 premières minutes. Cette équipe ne s'est pas laissée faire. Alors, moi, surpris, je dirais non. Je ne suis pas surpris de la qualité de leur jeu, parce que c'est des équipes que je suis depuis un bon moment. Au niveau des U15, des U17 et des U20, ils font un travail constant. Bien sûr. Ils n'arrivent pas tous à maturation en équipe A, mais il faut suivre les championnats jeunes au Mali, même en Afrique, sur le plan intercontinental aussi, parce qu'ils se déplacent beaucoup. C'est une formation qui est mise en place, je disais encore sur un plateau il y a quelques jours, avant de jouer au football, il faut avoir une philosophie de jeu. Et tous ces jeunes pratiquent le même football, c'est l'abnégation aussi. Le résultat est là, beaucoup sont surpris, mais en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se font. Je vais vous citer un pays comme ça, comme la Mauritanie. Nous sommes restés sur nos lauriers, nous. Demain, quand on verra la Mauritanie, on sera surpris. Mais ils sont sur un travail qui dure déjà 10 ans. Il y a un peu cela. Il y a des avancées chez d'autres, pas chez nous, parce que nous, on a gagné beaucoup de trophées par le passé, on a été présents partout ailleurs, et puis on s'est dit, bon, ça y est, le travail est terminé. Pourtant, c'est là où ça commence. Alors, Jacques Edimo, le Mali qui a évolué dans la même poule que le Cameroun, dans la poule A, et finalement qui s'est retrouvé à cette étape finale, est-ce que déjà
vous avez été surpris un tout petit peu par la performance de cette équipe hier, bien qu'elle soit battue par le Maroc. Je reviens toujours sur cette première période parce que c'est en deuxième période que la rencontre a totalement basculé. Comment est-ce que vous avez vu, lorsque vous avez vu cette première période, est-ce que vous vous êtes dit, non, cette équipe du Mali peut tenir jusqu'à la fin? Non, en réalité, être surpris, certainement pas. Vous savez, dans d'autres pays, on compte sur autre chose que les incantations ou les 10 heures de bonne aventure. Dans d'autres pays, les gens travaillent sérieusement. Le Mali, malgré l'absence de championnat depuis un certain temps, le Mali, c'est l'un des exemples en matière de travail à la base. Le Mali est un pays qui, au niveau du mondial U20 ou U17, peut vous placer son équipe en demi-finale. C'est pas... Quand vous questionnez les résultats internationaux du Mali, la politique de football de ces dernières années-ci, allez voir les podiums, que ce soit au niveau de la Coupe d'Afrique U17, que ce soit au niveau du mondial U17 ou bien du mondial U20. À ce niveau-là, lorsque votre fondation est bien faite, comme c'est le cas en ce moment, vous ne pouvez pas être surpris de la prestation de l'équipe lors de ce champ. Je rappelle au passage que Jean-Marc Guillou est passé par le Mali, celui-là même qui a révélé la génération dorée ivoirienne, ce formateur-là qui a su mettre les talents des Zokoa, il y a les frères Kolo Touré et toute cette grande génération ivoirienne est passée par le Mali et les résultats sont visibles sur le terrain. Quand j'ai dit ça, je ne peux pas être surpris, mais maintenant il faut dire que le Mali, malheureusement dans son parcours, a beaucoup puisé dans ses réserves sur le plan physique parce que vous ne pouvez pas faire prolongation. Je parle sous le contrôle d'un entraîneur ici en plateau. Quand vous faites prolongation en quart de finale, vous faites prolongation en demi-finale. Lorsque vous arrivez en finale là maintenant, vous êtes un tout petit peu émoussé physiquement. Mais moi je dis bravo au Mali. C'est la preuve que lorsque vous travaillez régulièrement à la base, justement, vous pouvez juste toujours avoir des résultats comme ceci. Moi je ne serais pas surpris, comme l'a dit le coup tout à l'heure, de voir le Mali performant lors de la Grande CAN en janvier prochain parce que les résultats sont constants, notamment au niveau des jeunes. La transition est bien faite. Et même chez les filles. Bien évidemment. Et les résultats sont de plus en plus visibles. Moi, je dis bravo à eux. Mais maintenant, ils sont tombés également sur un autre. Je pense que le Maroc a été le favori de cette compétition-là. Je pense qu'on en reparlera d'ailleurs. Mais je dis bravo au Mali pour sa brillante prestation. D'accord. Alors, on peut dire bravo au Mali pour sa brillante performance. Jacques, je reste avec vous. Mais est-ce que on a vu le Maroc évoluer? Le Maroc qui était d'ailleurs dans le groupe C, qui a terminé en tête de ce groupe avec 2 victoires, un match nul. Et est-ce que le Maroc partait tout de même avec le statut de favori dans cette compétition, bien que tout le monde savait qu'il était tenant du titre, on croyait quand même que la vapeur pouvait être renversée. Est-ce que le Maroc était prédisposé à remporter cet autre trophée? Tout de suite, je répondrai par l'affirmative. Lorsque vous êtes tenant du titre d'une compétition, lorsque la prochaine édition arrive, vous êtes forcément le favori numéro 1. Mais maintenant, de façon plus approfondie, lorsque vous regardez les résultats des clubs marocains lors des dernières compétitions interclubs africaines, vous avez des indications bien précises. Le Maroc a pu placer 2 clubs en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Le Maroc a pu placer 3 clubs dont le vainqueur final lors de la Coupe de la Coupe de la CAF. Vous comprenez déjà que ces résultats, venir damer le pion à toutes ces équipes ici au Cameroun lors de ce champ, c'est tout sauf un hasard. Mais maintenant, il faut interroger la politique globale parce que lors d'une interview accordée à votre confrère Alain Foucault, le président de la Fédération royale marocaine, justement, expliquait comment le football, la politique de football du football au Maroc, expliquait comment ce football-là, dans son marketing, dans son approche, dans son financement, comment tout ça se déroule. La politique est mise en place même pour préserver les meilleurs talents marocains localement. Quand vous l'avez écouté, vous comprenez que des résultats comme ceci ne sont pas le hasard. Le Maroc, les gens s'attardent beaucoup plus à voir ce qui est sur le terrain, mais moi, pour avoir eu la chance d'avoir pénétré leur tanière du côté d'un hôtel UP, du côté d'ici à Bonapriso, vous comprenez que c'est une équipe très, très professionnelle. Les résultats sur le terrain sont tributaires de tout ce que vous faites en dehors. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Là, on est dans le haut niveau, là. C'est 70% administration, 30% terrain. C'est-à-dire que le football de haut niveau est un assemblage de maillons. Et un seul maillon défectueux impact sur le fonctionnement de tous les autres. Moi, j'ai regardé la coordination de cette équipe, son déploiement même dans son hôtel, la façon dont il fonctionne au quotidien. Moi, je vous dis, ils ont eu un début un peu poussif, 1-0 contre le Togo, match nul au deuxième match, mais à partir du troisième match, ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Quand vous regardez les performances qui ont été les siennes, moi, je dis,
c'est chapeau ici, non seulement à la victoire sur le terrain, mais aussi chapeau ici à l'organisation, parce que c'est une équipe qui est hyper structurée. Et lorsque vous êtes structuré, organisé comme c'est le cas, les résultats sur le terrain suivront toujours. Alors, coach Lacombe Monté, Jacques parle d'organisation, mais on a également vu beaucoup de faits qui ont quand même surpris bon nombre de Camerounais, même le comité de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations. Vous savez que le Maroc, par exemple, n'est pas allé à Libé quelques jours avant le match contre le Cameroun. Les Marocains ont décidé de rester à Douala pour poursuivre leur préparation. Ils ne se sont pas arrêtés là. Du côté de Yaoundé, on leur a proposé un autre hôtel UP de la place. Ils ont refusé de dormir dans cet hôtel. Ils sont allés prendre un hôtel quelconque. Et d'où cette sortie du responsable même de la compétition qui a fait une sortie pour dire si jamais pour décliner toute responsabilité de ce qui pourrait arriver à ces Marocains de ce côté-là. Est-ce que ça fait toujours partie du jeu, de l'organisation, enfreindre à certaines règles aussi, ça fait partie de l'organisation? Non, mais ils n'ont pas enfreint aux règles. Donc, et puis, en dehors de l'organisation, quand on est en compétition, il y a ce qu'on appelle la stratégie. Ça, c'est de la stratégie. Et mais il y a des hôtels qui ont été homologués par la CAF. Bien sûr. Non, ça c'est de la stratégie. Ça veut dire qu'avant d'arriver au Cameroun, ils ont pris la peine de faire une étude profonde. Comment ça se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui peut être avantageux? Qu'est-ce qui peut être dévantageux? Ils ont pris la peine de bien étudier le comportement camerounais. Vous regardez par exemple la préparation du match Maroc-Cameroun à Limbé. Regardez tout le déploiement qui était autour de ce match par rapport à l'équipe du Cameroun. Mais eux, ils ont vu ça venir. Ils ont pris l'ascendant sur le plan psychologique. Puisque le football, avant de descendre sur le terrain, en dehors de l'administration, il y a la bataille psychologique. Je me souviens d'un match où on était allé jouer New Star contre Coton Sport. Ouais. Quand on arrive, la règle demande qu'on doit faire la reconnaissance des stades dans l'aide de jeu dans lequel on doit évoluer. Mais c'est fermé. On vous dit, vous n'entrez pas ici, allez vous débrouiller ailleurs. Il faut bien qu'on fasse un déclassage. Mais parce qu'on a fait un long voyage, il faut bien qu'on récupère. Là, c'est pas possible. La bataille psychologique. D'où le coaching. D'où l'aspect psychologique ressort. C'est là où le Maroc prend le dessus. Nous, on a tout fait. On a fait semblant d'arriver aux mains. La porte s'est ouverte vers 18h. On a fait 25 minutes. Et on s'est préparé. Je ne vais pas dévoiler ça ici. On s'est préparé. Et on a mis l'accent sur le coach de Coton Sport. Il a pris le rouge. Et on est rentré à 20 points. Ça a permis qu'on remonte un peu au classement. Ça, c'est la stratégie. On n'apprend pas ça en entraînement. Donc moi, je pense que le Maroc a pris la peine de bien étudier comment ça se passe au Cameroun. Et ils ont eu l'information, tout ce qui se passait pour ce match. Ils ont anticipé. Et puis, ça a beaucoup joué. Donc, on peut accepter le cas du Cameroun, mais quand vous jouez une finale, le Cameroun n'était plus impliqué dans la finale contre le Mali. Donc, oui, du coup, on ne change la stratégie se poursuit. On ne change pas ce qui vous fait gagner. Tout comme on ne change pas totalement une équipe qui fait gagner. On ne change pas un plan de jeu qui fait gagner. On ne change pas une organisation générale qui vous fait gagner. On ne change pas aussi une stratégie qui vous fait gagner. On applique la même chose. Et n'oubliez pas que c'est le Maghreb. Nous, c'est un peu l'Afrique noire, entre guillemets, comme eux, ils appellent. Donc, ça veut dire qu'ils savent que sur ce plan, ils peuvent prendre le dessus. Ils ont pris le dessus. Maintenant, on peut comprendre que sur le plan physiologique, il y a eu 2 matchs accumulés de 120 minutes. Là, je suis très d'accord avec Parfait. Il y a eu 2 matchs de 100 minutes. C'est pour ça pour les Maliens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu tenir une mi-temps. Mais sauf que les buts qu'on prend ne sont pas les buts sur des phases de jeu. C'est sur les ballons arrêtés où le Mali est même plus fort. Le Mali était l'une des équipes les plus fortes défensivement sur les balles arrêtées. Mais malheureusement, c'est sur des balles arrêtées qui prennent des buts. Donc ça veut dire que c'est un problème de concentration. Si la fatigue entraîne le manque de concentration, là, on peut mettre ça sur ce coup-là. Mais j'ai dit, le Maroc a su jouer son jeu sur tous les plans. Et quand vous regardez l'équipe du Maroc jouer, elle sait exactement ce qu'elle a envie de faire. Et c'est exactement ça, c'est pas une équipe qui s'embrouille. Les buts sont marqués presque de la même manière. Et ça prend tout le monde. C'est-à-dire qu'on vous aspire d'un côté, dans la zone de déséquilibre, vous basculez, les gars recherchent la faille de l'autre côté et le but arrive simplement. Il y a toujours une densité offensive et ça perturbe les défenses. Et vous savez, ici, chez nous, on a ce problème. Parfois, c'est l'attaquant qui vous prend de vitesse. Donc c'est très compliqué. Mais je pense que le Maroc, c'est une équipe qui était très bien en place, qui avait une bonne assise sur le plan mental, sur le plan tactique, physiquement encore, parce qu'ils ont tout un staff, ils ont tout un arsenal qui permet de bien récupérer. Et ça a permis que ce Maroc, petit à petit,
commence à s'imposer. Moi, j'ai commencé à voir le Maroc à partir des quarts de finale. Ouais. Moi, j'ai commencé à voir le Maroc à partir des quarts de finale. Mais cette équipe-ci, qui a commencé un peu, après un match nul, après une victoire, en quart de finale, paf, est passée. J'ai dit, bon, ce Maroc-ci, elle a exactement un plan. Et quand vous avez un plan, ça veut dire que c'est vrai la réussite, de toute façon. Et pendant la phase de groupe, il n'y a que le Rwanda qui a pu tenir tête à cette formation marocaine avec un score de 0 but partout. En dehors de cela, alors, Mekoser, qu'est-ce qui vous aura également marqué dans cette équipe marocaine? On sait que peut-être son attaque ou alors sa défense, mais on sait que c'est une équipe, non seulement elle est joueuse, mais elle marque également 15 buts inscrits tout au long de la compétition. C'est une attaque vraiment qui allait très vite. Je dirais que le Maroc a eu le mérite de se faire oublier. C'était quand même le champion tenant en titre. Hein. Mais il a eu le mérite de se faire oublier où on ne pensait plus à lui. Et ça leur a permis de travailler sereinement. C'est le point le plus important. Maintenant, ils ont une façon à eux de jouer, ils ont un système de jeu que nous savons tous. Mais pour la plupart, je pense que les coachs adverses ont essayé de minimiser. On disait toujours, non, c'est les Maghrébins. Quand ils marquent un but, ils se mettent à tomber. La finale, on le voit, ils ont joué le même jeu que le Mali. Organisé, structuré, tactiquement au point. Mais ils avaient toujours 1 à 2 joueurs sur les côtés qui sont prêts à exploser. En l'occurrence, le jeune Raimi qui mérite amplement son titre de meilleur joueur du tournoi. Meilleur buteur du tournoi. Donc, nous devons quelque part tirer des leçons, avoir ce genre d'organisation. Dimon le disait encore tout à l'heure, pour eux qui ont eu la chance d'être parmi eux, dans leur tanière à eux, quand c'est rigoureux, si les résultats ne viennent pas, c'est que vraiment on a trouvé plus fort en face de soi. Je ne sais pas si vous avez eu des bruits d'avoir vu l'équipe marocaine dans la ville. Non. Ou même un membre du staff. Non. Pourtant, dans d'autres équipes, ça bruite. Ils étaient totalement concentrés à la Ils avaient un objectif. En partant du royaume chérifin, on leur a dit « Ramenez-nous le trophée ». Et il faut le soulever. C'est champion en titre. Oui. Et là, c'est la première fois qu'une équipe gagne 2 fois d'affilée. Il est difficile d'être champion en titre et de remporter rempiler par la suite parce que vous êtes attendu, tout le monde se bat contre vous. Mais sur ce coup, moi, je pense qu'ils ont été, même en termes de communication, excellents. Ils se sont littéralement fait oublier durant le CHAN. On a commencé à s'apercevoir que, tiens, ils sont là en demi-finale. Parce que même en phase de poule, moi, je suivais des reportages, on ne disait pas toujours le champion en titre. Hein. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Donc, oui, Jacques, mais il y a aussi un fait, c'est que ce que Mekoser dit, c'est pas faux. Quand les pays arrivaient au Cameroun, on avait pensé surtout à l'une des équipes qui faisait peur, à l'un de ces pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde disait, attention, parce que chez eux, il y a des gros moyens, il y a tous les... Donc, on avait un tout petit peu oublié le Maroc, comme il le dit, mais l'effet des jeux également, en dehors du stade, que je rappelais, le coach l'a commenté tout à l'heure, avec ses refus d'obtempérer à une proposition, d'ailleurs à une obligation, parce que lorsque vous venez, on vous dit voici les règles. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu violé les règles du jeu? Non. Le règlement, il faut bien expliquer la situation aux téléspectateurs. Il faut dire que les textes le permettent. Je commence par le match contre le Cameroun. Ouais. Vous savez, les textes de la CAF sont clairs. Lorsque le match, le lieu de la rencontre est à moins de 100 km de votre site d'hébergement, vous pouvez vous déplacer par bus. C'est justement le choix qui a été celui du Maroc, de ne pas aller s'héberger à Limé, par exemple, de rester dans son camp de base ici à Douala, de partir de Douala pour disputer le match contre le Cameroun. C'est la même chose lors de la finale. C'est-à-dire que, la CAF vous affrète un hôtel, justement, et alloue un forfait inhérent à cela. Ouais. Mais maintenant, selon le standing qui est le vôtre,
Vous comprenez? Selon la dimension que vous vous donnez, le standing que vous vous donnez, vous pouvez choisir de vous héberger ailleurs et d'assumer le supplément. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Maroc. Et en termes de sécurité. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est quand j'ai dit standing, ça englobe tous ces paramètres. C'est un peu ce qui s'est passé. Le Maroc est resté dans les clous du règlement. Mais moi, je dis, c'est toujours ainsi quand une équipe fonctionne de façon professionnelle. Vous comprenez? Moi, le résultat du Maroc sur le terrain est tributé à tout ce qu'ils ont fait en dehors. Habiba music, yeah. Jabatiba music, yeah. Gabon 2017, on va gagner. Jouons fair play, c'est l'Afrique qui gagne. Gabon 2017, on va gagner. Jouons fair play, c'est l'Afrique qui gagne. Oh, oh, oh. Très bonne organisation. Ça, je ne cesse de le dire, a un plan de jeu précis et c'est exactement ce qu'elle doit faire sur le plan défensif, tant sur le plan offensif. Le Maroc, c'est exactement, parce que à chaque fois que un jeu est éliminé, il y a 2-3 jeux qui viennent sur la couverture. Dès qu'on avait d'autre côté sur le bloc qui bascule, il y a l'autre qui est toujours à côté en permanence. On sent que c'est un travail qui n'est pas fait pendant la compétition, mais parce qu'à la compète, on répète juste un peu, mais avant ça, on sent qu'il y a un truc qui a été fait pendant 2 ans. Ils ont été champions, ils ont répété. Et l'information nous dit qu'ils n'ont pas trop changé leur effectif. Ouais. Ils n'ont pas trop changé leur effectif. Donc, c'est le même effectif qui a été reconduit, je crois, on a dit, 60, 70 ou bien 80, 60%. Ouais. Donc, imaginez-vous. L'effectif de 2018. Voilà, oui, qui était champion. Il paraît que le gardien était là, je crois que les 2 défenseurs. Ayoub El Kabi voilà. aussi. Donc, voilà le capitaine. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mis en place depuis peut-être 2, 3, 4 ans. Et qui maintenant s'est répercuté, comme il a dit, sur la 4e année. Donc moi je pense que le Maroc, si elle continue comme ça, je suis convaincu, comme j'ai dit pour le Mali, que même la Coupe d'Afrique qui arrive là, on va avoir des points. Maintenant le prochain champ, c'est dans le territoire, c'est au Maghreb. Imaginez, vous savez, les matchs qui se jouent au Maghreb, c'est très compliqué. Il y a tout, il y a trop de choses qui se passent autour. Il y a cette bataille psychologique et mentale. Et les Maghrébins sont très forts, que ce soit les femmes comme les hommes, ils sont très forts dans les batailles. Très forts dans les batailles psychologiques. Et moi, j'ai dit une fois que le Maroc, ou bien les Maghrébins, chaque fois qu'ils vous dominent, ou bien qu'ils marquent 1-2 buts, ils vont commencer à tomber. Ils commencent à tricher. Mais sauf que, ils ne pouvaient pas faire ça avec le Mali. Parce que le Mali, c'était quand même une équipe qui était tactiquement en place, techniquement en place et aussi mentalement, mais qui, peut-être sur la durée des compétitions, a certainement pris un coup.
Très bien, on va avancer, on va dire bravo aux Lions de l'Atlas, qui ont donc remporté de haute lutte cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football intercamerounaise. Bon, on va pas dire malheureusement, mais c'est le sport. On reste fair play. On dit félicitations à cette formation. Alors, mais on revient également sur Jacques, sur cette cérémonie de clôture, sur cette grande finale. Le grand absent, Gianni Infantino, son absence a été remarquée. On sait que le président Ahmad était là. Alors, que peut traduire cette absence de Gianni Infantino quand on sait qu'il était bel et bien à Yaoundé lors du match d'ouverture? Non, mais ce n'est pas un secret que de dire que justement ce n'est plus la très bonne entente entre le président Ahmad et le président Gianni Infantino. À partir de là, vous pouvez faire le lien. Je pense qu'à partir du moment où le TAS a interrompu les effets suspensifs de la sanction venue de la chambre de litige du niveau de la FIFA, il fallait justement s'attendre à ce que Gianni ne fasse plus de déplacement. Parce que vous savez, ces instances-là, la FIFA aujourd'hui, malheureusement, est mêlée à des... C'est-à-dire que Gianni était reconnu comme étant le parrain du président Ahmad. Maintenant qu'entre eux, les deals ne se seraient pas respectés et qu'on aurait fait exploser le président Ahmad en plein vol, justement, il était de bonne loi que ce dernier s'y ne vienne pas. C'est une question d'intérêt, c'est une question géopolitique de ces instances de football. Maintenant, vous savez, que ce soit à la CAF, que ce soit à la FIFA, justement, c'est des associations privées qui sont, à mon avis, à la sorte de certaines grandes multinationales qui pilotent tout ça à distance. Moi, je dis, la fête a été belle. Bravo aux organisateurs. C'est ce que moi je retiens personnellement. Le reste, président Ahmad présent, président Gianni pas présent, c'est la guerre des lobbies qui s'affrontent. Et il était de bonne loi que le parrain justement ne vienne plus à partir du moment où l'autre a été réhabilité par le TAS. Alors, mais Causer, c'est la même lecture que vous avez que Jacques, c'est-à-dire que l'absence, on a vu un président de la Fédération internationale de football association très content d'être au Cameroun. D'ailleurs, elle est allée à la rencontre du premier sportif camerounais. Mais lorsque la décision du TAS est sortie pour mettre en liberté provisoire Ahmad arrêter un peu pour un temps soit peu les poursuites et par rapport à cette affaire qui l'oppose à la Fédération internationale de football association. Malheureusement, on n'a pas vu Gianni Infantino. On reste toujours dans les lobbying ou c'est le football qui doit toujours primer? Le football doit toujours primer. Je ne peux pas rentrer dans cette guerre de lobby parce que je n'en connais vraiment rien. Maintenant, durant la finale, est-ce que la FIFA a été représentée? Oui. Donc, si elle était représentée, je ne peux pas parler de guerre de lobbying. La cérémonie d'ouverture, le président de la FIFA était là. Je ne sais pas s'il venait principalement pour ça, parce qu'il a été reçu par le premier sportif camerounais. Ouais. Il était porteur d'un maillot qu'il a remis au premier sportif camerounais. Si on veut aller dans ce sens de la guerre de lobby, donc Constant Omari serait du lobby d'Infantino? Non, Constant Omari, je vais vous dire, parce qu'il y a encore après Gianni, j'allais dire le président Ahmad, et il y a que désormais, c'est au tour du premier vice-président qui serait épinglé désormais par la Fédération internationale de football association qui l'accuse également de malversation financière. Je parle de Constant Omari. Et donc aujourd'hui, la FIFA dit même ne plus vouloir se mêler des affaires des corrompus, voilà, de la Confédération africaine de football. C'est comme ça que la FIFA les qualifie désormais les corrompus de la CAF. Là, il y a vraiment un gros problème parce que la FIFA, c'est certes une association, mais qui fonctionne comme une entreprise. Alors, moi, je suis toujours surpris quand on accuse quelqu'un sans avoir certaines preuves ou certains éléments. Soit ils sont tous ensemble dans un même système et qu'il y a un problème au niveau du partage. Rappelez-vous, le président Issa Hayatou est parti un peu la queue entre les jambes avec ce même système-là. Pourquoi on vient le réhabiliter comme président d'honneur? Donc, vous voyez que c'est un peu trop facile. Ouais. Moi, je dirais plutôt, c'est peut-être, s'il faut parler de lobbying, je dirais non.
Mais sachez que dans 2 ans, je crois dans 2 ans qu'il y a des élections encore à la FIFA, donc, il y a une guerre de positionnement. La CAF, c'est 54 fédérations. Ouais. C'est des voix qui comptent. Donc, c'est un petit jeu de chaises musicales peut-être. Parce que si on me dit aujourd'hui que c'est Constant Omari qui est visé, waouh. Ça, je suis vraiment surpris parce que c'est toutes les fédérations africaines qui seront attaquées. Parce que Constant Omari, on va le dire comme ça, c'est le fils putatif d'Issa Hayatou. Ben oui, puisque c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui a tenu sa main. Ouais. Il a été avec Ahmad. Le fils a peut-être voulu grandir à un certain moment. Il était avec Ahmad. Ahmad accusé. Ahmad pas encore relaxé parce que c'est pas encore fini. Oui, oui. C'est encore pendant. Oui. Et Le jugement, ce sera le 2 mars prochain. le 2 mars. Et maintenant, on nous fait comprendre que c'est Constant Omari. Constant Omari n'a pas pris la place d'Ahmad. Il est là par intérim, au vu des textes. Est-ce qu'il y a une certaine manne financière qui veut être contrôlée par la hiérarchie au niveau de la FIFA ou par la CAF en elle-même? Est-ce que la FIFA veut à tout prix mettre son nez dans ce qui se passe? La secrétaire générale de la FIFA nous en dira peut-être un peu plus, qui est une de nos sœurs. Et chacun de nous connaît quelle est sa façon de travailler. Parce qu'elle n'est pas nouvelle dans cette manière de faire. En dehors du football d'ailleurs. Oui, coach l'a commenté quand même. Un jeu de chaises musicales, un jeu de l'obéir désormais. La fête du football africain, elle a été belle, très belle d'ailleurs au Cameroun. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a quand même quelques manquements, sinon quelques observations que l'on peut faire, notamment lors de cette finale. Voir l'absence du président Gianni Infantino et qu'on nous dise désormais que la Confédération africaine de football, c'est une instance de corrompus quand même, du nom de la FIFA. Aujourd'hui, vous savez d'ailleurs que le vote de Constant Omari a été validé au niveau parce qu'il voulait un poste de responsabilité au niveau de la FIFA. Donc à cause de ce qu'une enquête serait menée sur sa personne en ce qui concerne des malversations financières. Donc aujourd'hui, FIFA, Confédération africaine de football, ce n'est plus le parfait amour. Écoutez, il y a un gros problème. Hein. Vous savez, que ce soit la FIFA, que ce soit les fédérations, que ce soit les confédérations, tout ça, c'est interdépendant. Normalement, personne ne devrait et ne doit fonctionner sans l'autre. Alors, si on arrive au niveau où la FIFA vous dit vous êtes des... Bon, je ne vais pas prononcer le mot. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai fait un constat simple. Plus le football évolue, ça draine de l'argent et ça mène des cassures. Ça, c'est un constat simple. Puis, parce que regardez, avant, on ne vivait pas trop ça. On ne vivait pas trop ça à l'époque, il y a cela 15 ans en arrière. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Voilà, c'est ça que je dis, mon constat personnel, ça c'est mon avis. Ouais. Plus ça draine des sous, ça draine tout ce que ça draine, et puis ça, maintenant les conséquences sont ces guerres. Et moi je suis inquiet, moi j'ai peur de quelque chose. J'ai peur qu'on arrive au moment où, c'est-à-dire qu'on arrive à un point où tout va vraiment s'effriter, et que peut-être le football dans le monde sera même suspendu. Mais s'il faut qu'on arrive là pour que la paix revienne, pour que le bon fonctionnement arrive, il faut bien. On a vu dans d'autres pays où la fédération avait tout mis à terre. On ne fait rien pendant 1-2 ans, le temps d'arranger tout. Maintenant, regardez le Cameroun. Ça, c'est un cas patent. C'est très compliqué. Après, on va tirer sur l'équipe nationale des Aprimes. Voilà plus d'1 an qu'on ne joue pas. C'est vrai qu'entre guillemets, nous ne sommes pas le seul pays. Moi, je parle parce que nous sommes les acteurs principaux. Ouais. Les entraîneurs, notre bureau, c'est sur le terrain. Tout ce qu'on fait dans les bureaux là, c'est pour qu'on descende dans le terrain et qu'on joue. Et c'est ça qui draine les foules, c'est ça qui draine de la passion, c'est ça qui draine des sous. Maintenant, si ces gens, peut-être, il y a plein parmi eux qui n'ont jamais tapé dans le ballon, mais qui veulent venir diriger ce football-là qui est cher aux yeux des gens, et qu'un matin, les gars se mettent à vouloir bagarrer entre eux. C'est très compliqué. Et chaque fois qu'il y aura des guerres de positionnement, des guerres, des intérêts personnels, on ne fera jamais rien. La FIFA ne veut pas arriver à ce niveau. Au contraire, la FIFA, c'est l'instance suprême du football. Peut-être pas décisionnelle, mais suprême, c'est-à-dire qui est là pour arranger les choses.
pour mettre les choses, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Maintenant, si la FIFA s'oppose à la CAF, ou bien veut combattre la CAF, mais c'est qu'il y a un problème. Mais sauf que, pour finir, ce n'est pas la FIFA qui combat la CAF, c'est un individu de la FIFA qui combat un individu de la CAF. Ouais. Il faut bien faire le distinguo. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise cela. Puisque dans la FIFA, il y a ceux qui peuvent décider au cours d'une assemblée d'enlever ce monsieur qui combat le monsieur de la CAF. Ils peuvent décider, tout comme à la CAF, autour d'une assemblée extraordinaire, on décide de, bon, Apollinaire, toi, tu n'es plus là. On t'enlève carrément. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on ternisse l'image de la Confédération. Il ne faut pas qu'on ternisse l'image de la Fédération internationale. Et il ne faut pas qu'on blague avec notre fédération ici au pays. Parce qu'il faut qu'on arrête à ce niveau. Ouais. C'est-à-dire, là, ça va dans tous les sens. Et nous, on est mis en minorité et nous, on est mal à l'aise. Et peut-être je vais seulement répondre en disant il faut que la participation des Lions, le parcours des Lions, dans ce champ, nous donne une leçon et que dans les plus brefs délais, que ces gens qui se... Je ne sais pas, moi je ne veux pas dire ce genre de mots sur le plateau, mais que ces gens s'asseyent et aient un peu de conscience. D'accord. Et aient un peu de conscience pour qu'on revienne à ce qui est l'essentiel, qui est le football. Très bien. On va parler une seconde, si tu me permets. Moi, je pense que la FIFA est très mal placée. Mais alors très mal placée pour traiter les membres de la CAF de corrompus et de tout ça. Quand vous avez suivi le FIFA Gate, qui a emporté justement l'ancien président de la FIFA lui-même, qui a emporté Michel Platini, qui a emporté Jérôme Valak, l'ancien tout-puissant secrétaire général de la FIFA, justement, parler de corruption au niveau de la CAF, à mon avis, c'est à la limite exagéré. Parce que quand vous avez vu combien les répercussions de ce FIFA Gate-là ont été impactées dans la plupart des confédérations, moi je pense que la FIFA n'est pas bien placée pour donner des leçons en termes de corruption à la CAF. Je pense que la CAF, malheureusement, aujourd'hui, brille par certaines casseroles, malheureusement. Parce qu'à l'époque où notre compatriote dirigeait cette instance-là, malgré les secousses qu'il a subies, il a toujours tenu bon. On avait là une CAF justement qui résistait à certaines pressions. On avait une CAF qui était debout. Mais depuis un bon moment, depuis notamment l'avènement de M. Ahmad, et même une CAF qui n'explose pas cet art. Oui, bien sûr, tous les problèmes se traitent en interne. Publiquement, parce que là, maintenant, même la récente actualité qu'offre la CAF, c'est quand même quelque chose à nous pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réhabiliter, le TAS ne peut pas réhabiliter tout de moins de façon provisoire le président de la CAF, entériné par le comité de gouvernance et que le comité exécutif, justement, invalide la candidature du président. Vous comprenez que toutes ces casseroles-là, malheureusement, ne n'ont pas la CAF. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la FIFA, justement, saisit la balle au bon en essayant de nous donner son résultat. Moi, je dis, la CAF, justement, malheureusement, brille par certaines casseroles là maintenant, mais la FIFA, justement, au regard du FIFA Gate qu'il y a eu il y a quelques années, est très mal placée pour donner des leçons en matière de corruption. C'est une affaire afro-africaine, parce que à la FIFA, on aura beau parler de Gianni, mais je suis presque tenté de dire qu'il ne vous calcule même pas. Je regarderai plus au niveau du bureau du secrétariat général. Voilà, par exemple. Je suis désolé, parce que là, on va beau dire ce qu'on veut, la FIFA donne beaucoup d'argent à la CAF en soutien. Si on parle dans le lobby, s'il faut détruire cet argent, ils vont se repartager ça derrière. Je pense que c'est toujours des trucs à l'africaine, c'est une histoire de positionnement. D'où je parle de la secrétaire générale. Fatma Samoura. On sait qui elle est. Je ne peux pas dire plus que ça, mais... On a compris. Peut-être pour les téléspectateurs, peut-être qu'ils vont aussi comprendre qui est notre Fatma Samoura, la Sénégalaise. Vous savez aussi que pour l'intérêt de tout ce qui est mouvement sportif, on ne sait pas tout qu'on va dire sur des plateaux. Ça, il faut qu'on soit quand même réaliste. Ouais. Et il faut penser d'abord au sport en lui-même. D'où j'ai fait un parallèle en parlant du président Issa Yatou. Il est parti de la CAF comme un malpropre. Et là, je pèse vraiment mes mots. Et le retour d'Ahmad, c'est vrai qu'il n'est pas là. C'est un retour, provisoire. Alors, le cas de Issa Yatou, on sait qu'ils n'ont pas toujours été en odeur de sainteté.
Oui, mais Même s'il a été fait président d'honneur. Oui, il a été fait président d'honneur. Et il y a une photo qui circule, justement. Justement, il y a une photo qui circule à travers la toile où les deux sont assis dans un salon et on demande aux uns aux autres d'interpréter un tout petit peu la signification de cette photo. Moi, en l'interprétant, beaucoup disaient justement que c'est la voie de la sagesse, c'est-à-dire que Ahmad aurait reconnu ses erreurs du passé et aurait tendu la main au président Hayatou. Moi, je dis, le président Hayatou n'a plus rien à démontrer, le président d'honneur de la CAF. Ahmad est revenu aux affaires, au moins jusqu'à ce que la décision ne soit entérinée ou pas. Mais moi, je pense qu'au niveau de la CAF, il y a quand même de sacrés problèmes. Que Ahmad soit rétabli, même ne serait-ce que de façon provisoire par le TAS, confirmé par le comité de gouvernance de la CAF, mais rejeté par le comité exécutif. Son propre comité exécutif, moi, ça vous situe un tout petit peu la situation au sein de la gouvernance de la CAF. C'est pourquoi, justement, on vit toutes ces cacophonies, parce que la CAF, aujourd'hui, n'avance plus de façon unie. La CAF, aujourd'hui, est très dispersée, a beaucoup de sons discordants en interne. Et malheureusement, les conséquences, c'est ces immixtions répétées de la FIFA au niveau de la CAF. Par le passé, ce qui se passe en ce moment ne serait jamais arrivé, tant notre compatriote justement a toujours tenu cette CAF-là d'une main de fer. Avec un positionnement du président de la Fédération marocaine de football. Oui, parce que si vous voulez commencer à sortir des choses, on va se sortir. Ah, mais c'est vrai qu'on vous perçoit, on vous entend dire que vous avez certainement des choses à dire, mais vous êtes là pour ça. Personne ne vous fera un procès parce que vous avez dit... Non, c'est pas une question d'avoir peur des procès, mais on dit ce qu'on pense et en général ce qui est et ce qu'on entend ici et là. Mais je dis toujours, il faudrait mettre au centre le football en lui-même. C'est le plus important parce que le football qu'on voit à la télé pendant les championnats, pendant les Coupes d'Afrique, n'est que l'aboutissement de ce que les enfants apprennent à partir de la rue et à un âge très jeune et pour arriver à maturation ou étant mature ou vieux plus tard à 20 ans, 27, 30 ans. Donc ça prend du temps. J'ai expliqué encore à un jeune hier qui ambitionne d'être footballeur professionnel. Ouais. Je lui ai dit, tu vas être formé pendant au moins 16 ans et tu vas travailler maximum 10 ans. Et il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'il est rare, il faut le dire, au haut niveau, voir des footballeurs qui ont joué plus de 10 ans. Très rare. On les compte au bout des doigts. Très rare. Et si je rajoute encore, sans blessure. Voilà. Je rappelle que vous-même, vous êtes passé par les stades, donc vous savez de quoi vous parlez. Alors, on va prendre une petite transition, juste le temps pour nous d'aborder la thématique majeure de ce programme Sport Live. On va parler de la débâcle des Lions à prime au Cameroun pour ce qui est de cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football, mais surtout de l'avenir, que pourrait donc être l'avenir de Martin Tungu-Pilé à la tête de cette sélection. Doit-il démissionner ou pas? En tout cas, on en parle dans quelques instants, le temps d'une transition. Dans le football, il existe plusieurs types de supporters. Les superstitieux, les cardiaques, les enthousiastes. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Transition, nous avons eu droit à notre page Bleu Azur et nous avons fait un clin d'œil à notre sponsor, les brasseries du Cameroun. Alors, coach Lacombe Monti, nous parlons de la débâcle. Doit-on la considérer ainsi déjà? C'est une débâcle pour le... J'appelle ça une élimination. Ouais. Parce que en phase de poule, c'est des qualifications. Quand on va en quart de finale, ce sont les éliminations directes. Oui. Vous appelez ça débâcle parce que dans mes propos préliminaires, je vous ai fait comprendre le simple fait qu'on ait pris, je crois, 6 buts en 2 matchs. On va tout de suite oublier l'échelle ou le palier qu'on a franchi, qui est sur des quarts de finale pour arriver en demi-finale. C'est historique. C'est historique. Oui, ben, non, permettez que je finisse. Pour moi, ce n'est pas une débâcle. On a été éliminé avec tout ce qui se passe autour. Maintenant, s'il faut qu'on entre dans l'analyse technique, tactique du match, on a présenté des tares. Ouais. Mais je pense que, quel que soit ce qu'on va dire,
avant qu'on ne revienne, il faut dire bravo à ces lions quand même. Mine de rien, quand même. Parce que, quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on va faire, on est d'abord des Camerounais. Même si la préparation a été très mal faite, même s'il y a eu ces changements de joueurs, même s'il y a eu ces changements des entraîneurs, mais mine de rien, dans ce qu'on a fait là, on s'est retrouvé en demi-finale. Et puis on a pris le plus lourd score, ça il faut le reconnaître. On s'est retrouvé, coach, en demi-finale, par quelle magie? On peut aussi se poser la question. Non, bon, écoutez, maintenant, oui, coach. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez, quand on va en stage, on nous dit le footballeur camerounais, c'est un ADN. C'est comme dans tous les pays au monde. Vous savez, au Brésil, ils ont leurs caractéristiques, ils ont leur identité. Chez nous, ici, non. Je vais dire l'identité du joueur. Oui. N'attendez pas que le Cameroun vous produise un jeu alléchant comme le Brésil, comme l'Espagne. N'attendez pas trop ça. Ça peut arriver, mais après des décennies. Ça peut arriver, mais sur des époques un peu très lointaines. Il faut comprendre ça. Attendez que l'équipe du Cameroun soit forte physiquement, soit forte mentalement, ait le sens du devoir, ait de l'abnégation, soit tenace. Attendez que l'équipe du Cameroun soit menée 2-0 et ait la capacité réactive à remonter 2 buts et à mettre le 3e. Donc, tout ça, vous avez vu ça? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas vu le beau jeu. Vous avez vu le beau jeu? Non. On n'a pas vu le beau jeu. Non, mais pas de l'abnégation, bien sûr. tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive en quart de finale? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on franchisse palier par palier? On a vu les quarts de finale, on était menés quand même. On était menés 1-0. On a eu les ressources physiques, mentales nécessaires pour égaliser et mettre le deuxième but en demi-finale. Vous le savez. Mais tout le monde sait comment c'est qui a entouré cette rencontre. Qu'est-ce qui entourait? Sur le terrain. Non, restez avec moi. Non, coach, on revient à vous. Parce que vous voulez... Revenons déjà sur le match de la troisième place qui a été perdue face à la... Oui. Personne n'est content de ce qui se passe avec le Cameroun. Et moi, peut-être en premier. Vous me connaissez quand même. Personne n'est content de ce qui se passe. Avec des entraîneurs, vous prenez d'abord. La première erreur que nous, on commet, c'est de prendre une équipe locale. Vous allez chercher un entraîneur en Espagne. Non, attendez, vous arrivez là. Donc, c'est pour vous dire que... Non, on se comprend. On va parler de donc, tout ça. il faut dire quand même qu'on a franchi un palier, il faut le reconnaître, mais sans toutefois enlever l'état, la mauvaise organisation. Voilà, quand même. Et puis après ça... C'est beaucoup d'état quand même. Beaucoup d'état, bien sûr. C'est parce que vous ne voulez pas que j'aille juste attendre. Mais on va revenir déjà sur cette rencontre de la troisième place où le Cameroun avait quand même la possibilité de sauver sa compétition face à la Guinée-Conakry. On est resté encore dans des batailles. Quelqu'un nous disait sur le plateau la fois dernière, je parle d'Emmanuel Marop, avec cette conférence de presse où le coach ne parvient même pas à venir avec le joueur. Donc, on est resté plus focalisé dans des batailles, des choses. Et contrairement au Maroc, il le disait tout à l'heure, qui est resté dans la compétition et on a vu le résultat. Donc, parlons déjà de cette troisième place perdue face à la Guinée-Conakry. Je pense plus que c'est le peuple qui a perdu la troisième place. L'équipe nationale avait déjà perdu la troisième place depuis longtemps. Quand on est à ce niveau, pays organisateur, on n'arrive pas en finale. J'avais dit sur un plateau que la demi-finale est la finale. C'était la vraie finale. Parce qu'après, en finale, c'est au bonheur la chance souvent. Parce que tout le monde se prépare mentalement, physiquement et tout ce qui entoure le football derrière. Le match de la troisième place, il y a eu beaucoup de problèmes dans la tanière. Ça crée des scissions. Ça crée des clans parmi les joueurs. Vous voulez quoi après? Pas seulement pendant ce match de troisième place, hein, même lors des quarts de finale et autres rencontres. C'est de ça que je parle. Vous avez parlé des maraboutages et tout ce qui se passait autour de la tanière qui n'avait rien à voir avec le jeu. Bon, après, au Cameroun, on a toujours dit ça. Moi, j'ai joué au foot, j'ai jamais vu un marabout. Maintenant, si eux, ils ont vu des marabouts et qu'ils comptent sur les marabouts pour jouer, c'est ceux qui savent, mais je dirais toujours que c'est des bruits de couloir. Parce que parler de marabouts, à ce niveau de la compétition surtout, je n'y tiens pas et je ne veux pas m'attarder dessus. C'est juste au niveau de la préparation, du repos, le temps de repos des joueurs après les matchs, c'est important. Moi, le bruit que j'ai eu à un certain moment que des joueurs étaient dans la ville, après avoir gagné au quart de finale, ça, pour moi, ça me cause problème. Pendant une compétition, ça, c'est un peu chaud.
Donc le reste, c'est que des supputations après. Les supputations, Jacques Edimo, quand on parle de maraboutage, quand même au sein de cette formation des A' camerounais, à l'INDE, on a entendu beaucoup de choses, mais je voudrais que nous nous intéressions déjà sur le match de la 3e place, où le Cameroun, beaucoup avaient misé quand même sur cette rencontre, où le Cameroun avait la possibilité de prendre cette médaille en bronze. Mais malheureusement, on s'est encore fait prendre au piège par cette équipe, par l'équipe guinéenne. Non, on sait pas, à mon avis, on s'est pas fait prendre au piège. On est tombé simplement sur plus fort que nous. On est venu jouer ce match avec les mêmes certaines errances qui étaient les nôtres déjà au premier tour. Parce qu'il faut dire que le Cameroun doit uniquement sa qualification au deuxième tour à la dextérité de son gardien de but. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Achou Kerido lors du match Cameroun-Mali, lors du match Cameroun-Burkina Faso, si vous n'avez pas ce Achou Kerido à ce niveau de performance-là, vous ne franchissez même pas le premier tour. Malheureusement, le Mali, tout comme le Burkina Faso, eux, ils n'étaient pas tranchants devant les buts. Les mêmes errances ont été observées contre le Maroc. Le Maroc a puni tout de suite. C'est la même chose contre le Mali. Face à des adversaires comme ceux-là, vous venez avec vos tâtonnements habituels, vos fautes de placement habituelles, mais vous êtes punis tout de suite. Moi, au-delà de tout, il faut déjà féliciter les garçons, parce que les garçons ont franchi leur plafond de verre qui était sur des quarts de finale. Les garçons sont battus, sont arrivés en demi-finale, ce qui est historique, ce qui est déjà salutaire. Mais maintenant, malheureusement, ce qui fait le plus mal, c'est tout ce qu'il y aura eu autour de cette tanière, tous ces faits divers, ces joueurs qui manquent de respect à l'encadrement technique, ces marabouts qui viennent faire des incantations, qui en empêchant les joueurs de récupérer normalement. Et vous avez dit que c'est les bruits de couloir. Non, c'est pas. À partir du moment où c'est relayé par des hommes de médias d'une autorité bien établie, ça ne peut plus être des bruits de couloir. Ça a été relayé. Enlève compagnie, ils ont vu? Non, mais c'est relayé même par certains joueurs sous cap. Moi, je vais pas les citer ici. C'est relayé par certains joueurs sous cap. C'est pas des choses qu'on a inventées non plus. C'est malheureusement tout ça là. Et quand vous avez même vu la préparation des Lions, c'est-à-dire soyons un tout petit peu lucides. Quand vous avez regardé la tournée des A' ici, lors des matchs contre UMS de Lome et Stade Rennais de Milan, lorsque vous avez regardé le pré-CHAN, au sorti de cette préparation, la personne ne pouvait mettre une pièce sur les champs du Cameroun pour le deuxième, ne serait-ce que pour les quarts de finale. Et les premiers matchs, malheureusement, ont également prouvé ces clichés. On a eu toutes les peines du monde à jouer. Il y a eu un léger sursaut, c'est-à-dire cette victoire trompe-œil contre la RDC, entachée par beaucoup de suspicions en ce qui concerne les cas Covid. Vous comprenez, mais lorsque vous venez en demi-finale, vous venez jouer le Maroc et vous avez l'illusion, parce que c'est ça qu'ils disent, vous avez l'illusion de vouloir jouer à force égale. Et malheureusement, en présentant les mêmes errances, les mêmes tâtonnements, le Maroc a corrigé. Contre la Guinée, pareil. Quand vous regardez la Guinée, quand même, moi, je ne sais pas si la gouvernance, des gens qui gèrent ces choses-là au quotidien, regardent même ces matchs. Regardez un pays comme la Guinée, regardez le football qu'ils sont capables de produire. Vous avez vu le numéro 10 guinéen, mais c'est un maestro. Pourquoi au Cameroun on n'arrive pas à produire ce profil de footballeur? C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi les nôtres ont des problèmes les problèmes de fondamentaux, les problèmes de contrôle, les problèmes de passe? Moi je dis demi-finale, 4e place pour ce chantier, à mon avis c'est cher payé. Quand on a vu tout ce qui a entouré la préparation et la production de notre équipe sur le terrain, c'est très cher payé. Je pense que personne n'aurait mis une pièce pour ce résultat-là. Moi, c'est déjà quelque chose à féliciter ne serait-ce que pour les garçons. Mais malheureusement, on aura trop brillé par des faits divers qui ne sont pas de nature à donner la confiance nécessaire requise pour essayer de briller dans cette compétition. Tout à l'heure, on parlait du Maroc, qui était un modèle en termes de fonctionnement, en termes de professionnalisme, en termes d'organisation, en termes de structure d'équipe. Mais malheureusement, le Cameroun, est l'exemple opposé. Voilà. Même si le coach ne veut pas qu'on parle de débat. Non, non, c'est pas un débat. Et qu'il faut comprendre. Moi, je vais laisser aller jusqu'au bout. Vous savez, les entraîneurs, la situation des entraîneurs, il faut comprendre les entraîneurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire mal parler de leur instructeur. Vous comprenez? Publiquement, vous aurez du mal à avoir un entraîneur qui aurait à redire sur leur instructeur. Oui, non, moi je dis. Mais le coach l'a commenté, n'est pas de. Non, je parle pas de lui précisément. Je parle dans l'absolu. Parce qu'on écoute, quand vous regardez le paysage audiovisuel local, vous regardez d'autres chaînes de télévision, il y a quand même des entraîneurs qui passent. Il y a quand même ceux-là même qui ont fait le complot pour que Aroga soit débarqué justement, qui curieusement n'ont plus rien à redire comme c'est ton qui a été nommé, malgré même
le piètre football proposé par les Lions après. C'est-à-dire que ces entraîneurs ne disent plus rien parce que malheureusement il s'agit de leur instructeur. Moi je dis c'est un peu dommage qu'on en soit des considérations comme celle-là parce que ce n'est pas un secret de dire que le Cameroun jouait mal. Ce n'est pas un secret. C'est mauvais, mais c'est ce que je dis, ce n'est pas un secret et ce n'est pas faire offense à qui que ce soit que le Cameroun jouait mal. Que ce soit au niveau de la préparation, mais que ce soit également en situation de compétition. Cette équipe malheureusement ne jouait pas bien. Et le dire, ce n'est pas s'en prendre à qui que ce soit. Vous arriver en demi-finale, c'est historique. C'est historique, mais c'est très cher payé. Voilà. Inhérent aux frasques qui ont entouré la préparation, inhérent à même regardez par exemple les cas Zoa, Quid. Pourquoi l'a-t-on amené? Si c'était pour qu'il reçoive ce traitement-là, par exemple. Quid de Njeng en termes de comportement? À qui paye la facture maintenant? C'est tout ça malheureusement qui fait mal. Quand on vous dit que vous avez un club écran, quand on sait que le CHAN est un championnat pour des joueurs d'élite, pour des joueurs majeurs, et qu'au Cameroun vous avez un club de 4e division qui peut vous placer des joueurs dans une sélection nationale, après vous posez quand même des questions. C'est tout ça malheureusement à la fin de la journée qui fait très mal. Voilà. Et on se pose aujourd'hui, coach, la communauté, je vous laisserai maintenant aller jusqu'au bout si vous voulez. De votre pensée. À qui la faute finalement de cette de cette élimination? C'est parce qu'on a perdu aussi le trophée. Le Maroc a organisé en 2018. Ils ont remporté à domicile. Le Cameroun pouvait aussi le faire. Vous savez, en tant qu'entraîneur, la première responsabilité revient au coach. Voilà. Peut-être vous dites qu'il y a les coachs qui ne peuvent pas. Moi, je dis ce que je pense. En tant qu'entraîneur, quand moi je perds un match, je l'assume. La première responsabilité sur le plan technique, en termes de résultats, revient à l'entraîneur et son staff technique. Ils le savent. Ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il n'y a pas que l'aide de jeu. C'est 30%. Le reste, tout ce qui se passe autour. Je voulais vous dire, vous m'avez coupé, en dehors du fait qu'on soit arrivé en demi-finale, il y a eu beaucoup de manquements. Ouais. Il y a eu beaucoup de tard. Et rassurez-vous, on n'a pas vu une équipe joueuse. Hein? Voilà. On n'a pas vu une bonne équipe. On n'a pas vu une équipe forte. On n'a pas vu une équipe flamboyante. Mais je voulais vous dire, l'équipe nationale du Cameroun est restée sur ses... Ils ont joué avec leurs caractéristiques. Ça veut dire la force, le mental, l'abnégation et tout. C'est ça qui nous a poussé là. Pas parce qu'on était plus fort sur le plan tactique, sur le plan technique. Mais c'est que j'ai toujours dit, et c'est mon avis, je pense qu'il n'y a aucun pays africain qui a le mental des joueurs camerounais. Ça, je vous le dis. Allez dans d'autres pays, vous allez voir. Pour moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucun pays africain qui a le mental, la force psychologique des joueurs camerounais. Il n'y a pas. Et au moment où ça se met en place, qui que vous soyez, vous allez passer à la trappe. Maintenant, arrivé sur le Maroc, on peut accuser, entre guillemets, la fatigue. On peut accuser le manque de concentration parce que les informations disent que les joueurs ont dormi tard. Ils sont dormis à minuit, ils sont réveillés à 3 heures. Ouais. Dans ce genre de compétition, ça ne badine pas. Vous faites quoi finalement? C'est vous les journalistes. Vous faites les incantations. Dans ce genre de compétition, ça ne badine pas et ça paye cash. Mais je reste sur une analyse simple. Et puis, ce que j'ai vu, pas ce que je ne dise. Ouais. J'ai vu une équipe du Cameroun face au Maroc qui était diminuée sur le plan physique, qui était diminuée sur le plan mental et qui avait un gros problème de concentration. Regardez les buts qu'on prend. C'est simple. Mais si quelqu'un n'a pas l'honnêteté de le dire, parce qu'on m'a dit qu'en face c'est ton instructeur, non, faites attention. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être instructeur. Ça n'a rien à voir. C'est le bon sens. C'est la logique. C'est que même n'importe qui peut voir, il dit, j'ai vu un gardien qui n'était pas bon ce jour, mais il dit, vous dit, le gardien était pour la qualification des Lions indomptables. Il ne faut pas oublier ça. Mais sauf qu'en demi-finale, on a vu une équipe qui était réduite, qui avait perdu son état d'âme. Et encore, le match contre la Guinée, honnêtement, depuis que cette compétition a commencé, moi j'ai misé sur la Guinée. Parce que la Guinée, c'est un tout petit peu le seul pays qui a un peu la force mentale des Lions. Et puis non seulement ça, on sort d'un match où on était émoussé, on a reçu des injures, on a eu des critiques, on a eu tout ce qui s'est passé autour, vous abordez un match de 3e place, contre une équipe qui est stable, qui s'est qualifiée en demi-finale calmement, étant en effectif numérique pendant 45 minutes, et qui a su gérer son effectif numérique, qui revient contre le Rwanda en deuxième mi-temps, et qui est en égalité numérique, qui se qualifie. Mais qui perd les demi-finales, mais une équipe stable. Qui perd au tir au but. Qui perd au tir au but. Mais une équipe stable. Mais nous, on perd avec 4-0. Mais vous voulez qu'on arrive et qu'on ne dise pas qu'on a perdu avec 4-0. Pourquoi? Mais ça n'enlève en rien les connaissances de M. Toungoupi. Faites attention.
Il est arrivé à quel moment? Mais vous voulez qu'on insulte? Mais on n'a pas le droit d'insulter un être humain quand même. Mais on dit ce qu'on voit, que ça n'a pas été bon. On a vu une équipe qui était déprimée, on a vu une équipe qui avait perdu son esprit, on a vu une équipe qui a perdu son mental, qui a tout perdu. Mais nous, on n'est pas dans la tanière, on ne sait pas pourquoi. Je voulais revenir sur les nominations au poste. Je vous ai dit, et je le dis toujours, Oui. non, ne me coupe pas s'il te plaît. Je vous ai dit, Continue, écoutez, Oui, si vous nous appelez, c'est qu'on parle beaucoup plus technique. D'accord. Là, je suis dans la technique. Et je pense que je suis mieux placé pour vous dire de quoi est-ce qu'il s'agit quand il s'appelle. Donc, je suis mieux placé pour parler de la technique. Moi, je dis, et je vous le dis ici, il y a eu 2 erreurs fondamentales. Ouais. La première erreur, c'était de faire l'équipe nationale A'. Ça n'allait rien à la compétence, au background de Aroga. Vous l'amenez au Cameroun. Mais vous êtes en train de la battre. Il n'a jamais, à ma connaissance, sauf si vous qui êtes informé, il n'a jamais entraîné une équipe au Cameroun de première division. En tout cas, je n'ai pas encore croisé un championnat. Deuxième des choses. Un peu en avance. Non, parce que je voulais ressortir les cas. Oui, mais on va revenir. Tout à l'heure, si vous voulez. La commenter, on est encore, on va pas à pas. Allez-y. Parce que le cas Aroga il sera évoqué. Je voulais rebondir avec le cas Tungu. Oui, non, on revient à vous tout à l'heure. Coach. Je vous en prie. Prenez votre mal en patience. Mais voilà. Alors, mais causeur de la responsabilité, puisque le coach l'a relevé, du coach dans cette élimination du Cameroun peut être à quel niveau concrètement? Le choix des joueurs, vous n'êtes pas un technicien de football, lui parlera certainement des tactiques, mais beaucoup se plaignent. On a comme impression que les meilleurs ont été laissés à la maison et que le coach Martin Tungu Pile a décidé de faire avec une équipe qui pour lui semblait la meilleure. Alors, quand on est entraîneur, on a son 11 entrants, on met les meilleurs ou ceux qui semblent les meilleurs pour soi-même. Parce qu'ils rentrent en droite ligne d'un schéma tactique qu'on va mettre en place et on est comptable du résultat. D'accord. À ce qui paraît, ce que j'ai constaté, l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale des A' a été comptable de son résultat. Parce qu'à la fin, il a dit ce qu'il pensait et il a endossé toutes les responsabilités. Alors, je ne vois pas où il faudrait l'incriminer. Parce que déjà, un chat, nous, on n'était plus avec 23 joueurs, mais avec 34. 33. Avec 33 joueurs. Qui c'est qui a ramené tous les joueurs? Comment ça se passe? Et c'est pas que le côté technique en lui-même. Il y a aussi le côté préparationnel derrière. Quels sont les encadreurs qui étaient tout autour? Et au-delà des encadreurs, il y a le côté administratif qui, pour moi, j'ai toujours trouvé assez pesant et lourd au Cameroun. Vous vous retrouvez souvent dans une délégation où il y a 23 joueurs, il y a 42 administratifs. Tout ce monde-là va où? Les joueurs ont besoin, pour la plupart du temps, et à fortiori quand il y a une compétition comme celle-là, de dormir le plus souvent. Il faut oxygéner le corps. Mais quand vous vous rendez compte que les joueurs dînent à 23h, vont se coucher à minuit, sont réveillés à 3h du matin, je ne sais pas. C'est pour avoir quelle fraîcheur sur le terrain. Charles l'a dit, quand on joue 90 minutes, en fait c'est un spectacle qu'on produit. Mais ce spectacle se prépare. Il faut répéter ces gammes. Ce qu'on produit sur le stade n'est que le reflet de ce qu'on a préparé. Mais alors, avec le Cameroun, je le dis et je vais le dire tout le temps, chaque fois que le Cameroun va au bout, le Cameroun gagne, c'est parce qu'il y a une préparation. Je peux vous citer toutes les compétitions possibles. On n'avait jamais été préparé. Donc, finalement, on s'est coquiné, on s'est habitué à ça. Même Sydney 2000, Tungu Pile y était. Une préparation totale. Il n'y avait même pas d'équipe. Rafistolage. Mais parce que les footballeurs camerounais ont certains niaques, certains bagous, les gars vont au charbon, ils font du mieux qu'ils peuvent
avec le moins possible et il crée des merveilles. Carlos Kameni n'était pas le gardien pressenti en 2000. Tout à fait. Mais il a fait des merveilles. Coupe du Monde encore en Italie, 90. Ouais. Les aînés comme les Jérémy éclairés, le président du syndicat des footballeurs camerounais. Donc, le coach, il est comptable, oui, mais nous sommes aussi tous comptables. Parce qu'à un moment, il faut aussi dire quand même quelque part que le 12e homme n'a pas joué son rôle, effectivement. Parce que tout le monde n'était pas dans le même sens. Oui, mais quand le 12e homme ne peut plus jouer son rôle, c'est parce que dès le départ, quand vous décevez, et puis c'est comme ça au Cameroun. Il a dit au Cameroun, quand vous gagnez, tout le monde est avec vous, mais quand vous perdez, dites-vous bien que d'ailleurs le bus des Lions, ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions a été caillassé voilà, par un résultat qui a été au stade Omnisport Amadou Ahidjo, que les Camerounais ont trouvé. C'est pas pour encourager, mais c'est pour dire que vraiment la passion que les Camerounais ont pour le football, c'est un peu compliqué quelquefois. Non, mais Zobel, vous parlez des raisons de la responsabilité de Marseille Togo dans cet échec. Moi, je pense que dans cette élimination des Lions, il faut voir les causes lointaines et les causes immédiates. Quand vous faites cette analyse-là, vous serez un tout petit peu mieux situé. Les causes lointaines ici, la première, c'est la nomination du coach Aroga en elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement prendre un entraîneur qui est un peu déphasé des réalités locales et lui confier la sélection nationale. Mais à partir du moment où vous l'avez fait, justement, vous devez avoir cette conviction jusqu'au bout. Et chemin faisant, lorsque vous le nommez, vous l'entourez des superviseurs. C'est-à-dire que vous êtes entouré d'un certain nombre de personnes autour de lui. À un moment donné, ça fausse un tout petit peu la donne. Vous comprenez? Ça ne se fait qu'au Cameroun. Je ne sais pas si partout ailleurs, je parle sur le compte de l'entraîneur qui est en plateau, où on pourrait nommer un entraîneur et l'adjoint des superviseurs. Et qui, par la suite, le superviseur deviendrait l'entraîneur. Moi, je dis, ça là déjà, c'est peut-être déjà un cocktail Molotov. Maintenant, lorsque vous regardez maintenant de façon immédiate, la gouvernance du foot, la situation du football même local, la crise, l'éternelle crise entre la Ligue et la fédération, celle-là même qui a fait en sorte que le championnat ne puisse pas se jouer. Parce que le championnat, normalement, est le juge de paix en ce qui concerne les critères de sélection des footballeurs. Sans championnat, on était déjà qu'avec le championnat, on brillait déjà pas souvent dans cette compétition, mais sans championnat, l'équation était encore difficile. Quand le coach Martin Tungu arrive aussi, avec ses nombreux balbutiements, ses nombreux va-et-vient des footballeurs, tout ça n'était pas de nature à augurer quelque chose de probant. Moi, je dis cette victoire, cette demi-finale, est à la limite, elle est trop cher payée. Elle est trop cher payée. Dans un environnement où vous n'avez rien préparé, vous avez tout fait à l'envers. Vous venez jouer des matchs, coup près, vous venez jouer une demi-finale, vous ne vous préparez pas normalement comme ça, vous ne respectez pas les canons de préparation. Je parle sur le contrôle de l'entraîneur, vous comptez sur des incantations, sur des désirs de bonne aventure, en espérant que la chance sera de votre côté et vous l'emporterez. Non, moi je dis, cette élimination met au goût du jour beaucoup de choses. J'espère que ceux de la gouvernance du foot auront le recul nécessaire aujourd'hui pour essayer de mener la réflexion, mais profonde cette fois-ci, pour essayer d'établir les responsabilités des uns et des autres pour que ce genre de situation ne se produise plus. Parce que là, quand vous regardez notre équipe nationale à prime, c'est le produit de notre championnat d'élite one. C'est le produit de notre championnat. Je ne sais même pas si les gens réalisent. Mais quand vous regardez les matchs avec... Moi, j'ai regardé le match avec le match des demi-finales du Mali, par exemple, avec la communauté malienne. Ouais. Mais c'est-à-dire que ce qu'ils vous disent sur des joueurs camerounais, ça vous fait froid dans le dos. Eux, ils vous demandent d'où sortent tous ces joueurs-là. Où sont passés Samuel Lane et Conso. Moi, je ne vais peut-être pas refaire le doigt. Moi, je dis, on a tout fait en l'envers. Et quand on fait tout en l'envers, on ne se prépare pas normalement. On ne peut pas espérer avoir des résultats. Par le passé, comme M. Doro l'a dit, on a souvent glané des trophées parce que par le passé, on a eu des générations de joueurs exceptionnels. Vous comprenez? Quand vous regardez les anciennes Coupes de l'UDR, la Coupe de l'UDR qui a existé ici dans le passé, vous aviez des Andem dans les buts, Alioune Boukar, vous aviez des joueurs de très très haut niveau localement. Ils pouvaient vous gagner, ils étaient capables d'aller vous gagner une Coupe de l'UDA au Gabon en voyageant même dans un avion cargo. Aujourd'hui, tout ça n'est plus possible. Vous avez vu la génération 2000-2002, combien les conditions d'hébergement étaient difficiles et draconiennes du côté du Bamako.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous convoquez un joueur de la dimension de Matip, vous l'hébergez dans ces conditions, il ne viendra pas. C'est ce qu'il faudrait qu'au Cameroun comprenne que le football de haut niveau a des exigences. Il faudrait qu'on comprenne que le football de haut niveau, c'est une histoire d'abord d'administration. Lorsqu'on va toujours fonctionner comme ça, en se disant que les joueurs produiront le miracle, généralement les miracles qui masquent l'État administrativement, je dis, on aura toujours tout à l'envers. Il est temps aujourd'hui qu'au Cameroun, on se professionnalise véritablement, mais ça commence d'abord par notre administration, par la qualité des hommes qui sont supposés œuvrer pour tout cela. Tant qu'on va fonctionner comme c'est le cas là maintenant, quand on va rester dans des guéguerres de personnes, dans des guéguerres institutionnelles entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel, je peux vous assurer que les lauriers, ça ne sera pas pour demain. Très bien, je rappelle à tous nos téléspectateurs, bien surtout à toute fin utile, que nous sommes en train de tirer les leçons de la contre-performance des A-Prime camerounais au 6e championnat d'Afrique des Nations de football organisé sur notre territoire, ici même au Cameroun. Mais Jacques dit, bon, quand on dit qu'on allait chercher Yves Clément Aroga qui ne maîtrise pas les réalités, mais écoutez, et qui a nommé Yves Clément Aroga à la tête de la sélection après. Mais tout le monde le savait, peut-être qu'il ne connaît pas toutes ces réalités, mais il a été nommé. Et Yves Clément Aroga a commencé à travailler à moins de 2 mois de la compétition, on dit, et quand on parle aussi de Martin Toumboupili qui était parmi ses superviseurs. Finalement, un superviseur a pris la tête de l'équipe A-Prime. Donc, on ne peut pas dire forcément, peut-être qu'il ne connaît pas les réalités, mais Yves Clément a regardé sa nomination arriver au Cameroun et il a commencé à travailler. Il a eu plusieurs regroupements avec ses garçons. Non, mais Zobel, refaites bien l'histoire. Dès la nomination d'Yves Clément Aroga, il a travaillé dans un climat délétère. Parce que tout de suite, la corporation locale, ça en est attaqué à lui. Tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est par aigreur ou du fait des préjugés, parce qu'il est diplômé de la Fédération espagnole, mais je peux vous assurer que dès sa nomination, dès le lendemain de sa nomination, vous avez certains hommes de médias même ont fait la campagne de déstabilisation concernant. Aroga a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Aroga, on lui a savonné la planche tout de suite. À aucun moment, on l'a laissé fonctionner normalement. Et par la suite, quelques temps après, simplement, on lui a alloué les superviseurs. Et moi, je dis, tout ça n'est pas normal. Vous savez, hein, moi, dans cette affaire-ci, je n'aurais pas les mots pour qualifier la personnalité de M. Bellinga, à qui on a proposé cette équipe, il a refusé. Vous comprenez? Dans les mêmes conditions, si on est venu le voir pour essayer de prendre cette équipe, il a signifié une fin de non-recevoir. Moi, je dis, ça ne les honorait même pas de venir jouer les rôles de superviseur derrière Aroga. Et curieusement, maintenant, c'est le silence radio. Plus personne ne dit rien. Moi, je dis, c'est tout ça là, le Cameroun, malheureusement. Cette façon c'est-à-dire cette auto-flagellation que nous créons nous-mêmes. On nomme un entraîneur, à aucun moment on ne laisse faire ses pas, mais tout de suite, on l'a déjà embrigadé, tout de suite, la corporation déjà contre lui. Notamment, vous connaissez le fameux problème entre les diplômés de l'UNJS et ceux qui sont diplômés des fédérations étrangères, l'éternel débat. Tant que ça sera toujours ainsi, on n'arrivera jamais. Chaque fois qu'on va nommer un entraîneur qui ne sera pas en odeur de sainteté avec un certain cercle issu de l'UNJS, je peux vous assurer que l'entraîneur en question ne va jamais travailler dans des conditions, n'aura jamais les mains, il ne va jamais travailler dans de bonnes conditions. On a savonné la planche à Aroga, on ne lui a même pas laissé le temps de s'exprimer normalement. Je ne dis pas que si Aroga, rien ne garantit non plus que si Aroga était là, on fâcherait même le premier tour. Mais moi, je dis, quand on fonctionne de façon aussi approximative, on ne peut qu'avoir des résultats. Moi, je vous dis, le résultat est trop cher payé. Pour une équipe qui a autant... Grâce à son travail. Mais bien évidemment, c'est parce que l'entraîneur est venu prendre la conduite. Moi, je dis, tant qu'on ne sera pas sérieux et rigoureux sur le plan administratif, comme ça a été le cas pour le Maroc, on ne le dira jamais assez, on n'aura forcément pas des résultats. Parce qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir des résultats là où on ne travaille pas. Par exemple, vous savez que on est vainqueur de la Coupe U17, sans championnat U17 au Cameroun depuis de nombreuses années. Il faudrait que tout ça cesse, que les gens travaillent normalement et qu'on devienne pour une fois professionnel. Ce n'est qu'en travaillant de façon rigoureuse qu'on peut prétendre avoir des résultats. Très bien. Alors, coach, la montée, je reviens à vous. On ne peut pas quand même nommer un entraîneur qui arrive soit peut-être de l'Espagne ou d'autres pays, on dit qu'il ne peut rien faire au Cameroun parce qu'il ne maîtrise pas l'environnement. Sinon, la majorité des entraîneurs que le Cameroun a utilisés jusqu'ici, ce sont des expatriés. Beaucoup sont venus ici, ils ont fait des résultats. Hugo Brousse, les autres qui sont passés, je parle des Lions. Ah, bon, maintenant, le cas, pourquoi le cas Yves Clément Aroga pose tellement ou a posé tellement de problèmes aux entraîneurs camerounais? Vous savez, moi je veux faire du bon sens. Moi j'essaie de vous expliquer ça et que vous ne comprenez pas. Il n'est pas question que c'est les expatriés qui viennent travailler. Si tu prends le U23, tu donnes à Aroga,
n'y a pas de problème, ça a sa place. Vous comprenez? Vous savez, la catégorie. Non, comprenez, il faut bien me comprendre. Je ne suis pas contre Clément Roga. Ouais. Je ne suis pas pour Tongo Pilé ou bien contre. Je vous donne le bon sens. Ouais. Si vous prenez les juniors, vous donnez à Clément Roga, ça passe. Il vit de l'autre côté, on a pas mal de joueurs U20 qui sont dans les championnats professionnels. Il va faire la détection et il va nous permettre de découvrir le talent qu'on a dehors. Vous prenez des cadets, entre guillemets, c'est pas possible parce qu'on a. Au cadet, c'est pas possible. Vous prenez des A-primes, je vous dis encore, c'est pour la battre. Je suis d'accord avec Edimo, c'est pour la battre. Bien sûr. C'est pour la battre. Mais voilà, le bon sens ne voudrait pas que tu prennes une équipe localement du Chan et tu donnes à quelqu'un qui vit à l'extérieur. Ça, c'est le bon sens. J'ai dit, non, je l'aime bien, Roga. Il est sympa quand même. OK? Et puis, il a un background. Il a beaucoup de connaissances. Ça n'a rien à voir. Bon, s'il prend ça mal, tant pis. Moi, j'ai dit, c'est le bon sens. Il n'avait pas sa place. U23, ça marche. On a pris les Robinson avec les A-primes. On est à Talikadon avec les laines. Écoutez. Exactement le même casting. Écoutez, dans ma connaissance, il était footballeur au Cameroun. Mais il faut que la carrière d'un joueur n'a rien à voir pratiquement avec la carrière d'un entraîneur. Il fallait qu'il prenne une équipe comme Libi Thomas, peut-être en Afrique, au Cameroun. Tu te casses la figure 2-3 fois et tu viens maintenant sur le terrain avec une sélection. Il n'a pas franchi le premier tour. Maintenant, quand vous arrivez sur le cas de Tongo Pilé, il est instructeur, certes. C'est vrai que le dernier recyclage, pas un stage, le dernier recyclage qu'on a fait, il était parmi. Mais les véritables instructeurs que nous avons eus, c'était les Ewane Lubertin, les Flynn Bella, les Sonken et autres, et les Wansi Dominique. Maintenant, il vous dit, il a fait près de 6 ans, je ne sais pas combien d'années ça a été sur le terrain. Que vous le vouliez ou pas, il y a un manque. Parce que les connaissances intellectuelles, les connaissances théoriques, quand vous ne les mettez pas en pratique, vous perdez un tout petit peu la main. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, le bon sens ne voudrait pas également qu'il soit là-bas. Maintenant, ils ont eu l'intelligence de griffer autour de lui le champion du Cameroun qui est Pago. Vous comprenez ça? Ils ont eu l'intelligence de griffer autour de lui Doubé Bosso qui est un homme de talent qu'on ne présente plus. Écoutez-moi, je vous dis le bon sens. Qui connaît le Chan? Doubé Bosso, qui était quart de finaliste. Vous savez ça au moins. 2011. Maintenant, l'avantage que Tongo a, c'est qu'il a l'esprit de la tanière de l'équipe nationale. Il a été au jeu Sydney. Ça veut dire qu'il connaît comment ça fonctionne en équipe nationale. Il a l'esprit de la gagne. Et tant qu'adjoint, ils ont été vainqueurs. Dans l'impréparation, dans l'imbroglio, dans le désordre, entre guillemets, comme quelqu'un le dit, ils ont été champions. Il a été au Chan, vous savez quand même, avec cette équipe, en tant qu'entraîneur en chef. 2016, au Rwanda. Il a été en quart de finale. Vous savez ça quand même. Oui. Donc ça veut dire que par la Côte d'Ivoire. En quart de finale. Oui. Et revient ipso facto, c'est-à-dire que de manière, c'est-à-dire qu'en sapeur-pompier, selon ceux qui l'ont mis et selon ceux qui ont débarqué, Yves Clément Roga, il arrive, il change tout l'effectif. Pour moi, l'avantage là, c'est qu'il connaît cette compétition et il connaît la tanière de l'équipe nationale. Il est autour de lui, il y a des gens qui sont greffés. Et dans tout ça, il arrive sans les laines, sans les Ojong, sans tout ceci. Et il dit, mais vous dites, rien ne vous garantit qu'avec tous ces joueurs, on allait franchir le premier tour. Parce que, quel que soit lambda, ça allait nous rattraper. On ne pouvait pas arriver jusqu'au bout. Ça, rassurez-vous. Le manque de compétition dans les jambes, on joue tous les 3-4 jours. Mais vous, qu'est-ce que vous espérez? Au finish, ça vous rattrape. Le Mali a fait deux prolongations, ça les a rattrapés. Ça ne marche pas. Maintenant, il arrive quand même dans tout ça. Il sélectionne ses joueurs. C'est lui le responsable. Il arrive en demi-finale. Mais vous voulez qu'on... Non, on n'a pas le droit de dire que monsieur, tu as échoué. Il n'a pas échoué. Il a franchi le palier. Et moi, j'ai dit, en quart de finale, je crois qu'il va passer. Parce que Doumé Bosso connaît les quarts de finale. Tongo il connaît les quarts de finale. La logique voudrait qu'il ne s'arrête pas en quart de finale. Restons sur la logique et le bon sens. C'est-à-dire, et l'objectivité. Donc on laisse de côté les intrigues, les trucs. Non, ça c'est mon avis. C'est mon avis. Non. Je ne supporte pas. Je ne soutiens pas quelqu'un. Je vous parle de que si moi, par exemple, je suis entraîneur, je joue un quart de finale une fois, quand je rentre, je tire des leçons. Ça, je passe le plan technique. Je tire des leçons. Quand je reviens, dans cette même compétition, je dis, ok, ce qui m'a fait échouer, c'est ceci, c'est cela. Si j'améliore ceci, j'ajoute ça, j'ai quand même quelques pourcentages de réussite, Edimo, quand même. D'accord? Et à côté de moi,
il y a Ndoubé Bosso qui connaît ce chant. Je suis convaincu que les deux sont ainsi. Gars, on fait comment à la camerounaise? Gars, on dit quoi? Là-bas, tu avais échoué, pourquoi? Ils se sont entendus. La logique, le bon sens voudrait qu'ils passent ce quart de finale. Et ils sont arrivés en demi-finale. Mais en demi-finale, on était convaincus tous que c'est contre le Maroc. Et ça, c'était pas la même chose quand même. Non, même si on doit mettre Zobel, même si on doit mettre Edimo, quand tu es en face de toi, le Maroc, attends, comment? C'est-à-dire qu'une équipe, je vous dis, l'équipe la mieux organisée sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le Maroc. Je vous ai dit, les buts sont marqués presque de la même manière. Et tout le monde est passé à la trappe. Mais le Cameroun a battu le Brésil en Coupe des Confédérations en 2003. On n'est pas à ce niveau. On n'est pas à ce niveau. Très bien. J'espère que vous m'avez bien compris. Très bien, coach. J'espère. Très bien. Moi, je ne partage pas du tout. Autant sur le fait qu'il n'est pas logique de nommer un entraîneur basé à l'étranger qui est déphasé des réalités locales pour une compétition comme le CHAN qui concerne uniquement les joueurs locaux. Oui. Autant je suis d'accord de ce point de vue-là. Autant je ne suis pas d'accord de dire qu'il était logique que le Cameroun soit en quart de finale. Je peux vous assurer, quand vous avez vu la préparation des A', que ce soit les matchs de préparation... J'ai dit qu'une fois arrivé en quart de finale, deux entraîneurs ont joué 2 quarts de finale, donc ils avaient les armes. Je n'ai pas dit qu'il était logique qu'ils arrivent en quart de finale. Oui, c'est ce que... Ça, il faut qu'on se comprenne. Ils se sont battus dans le désordre, comme on dit là. Ils sont arrivés en quart de finale. Moi, je dis... On ne peut pas échouer 2-3 fois quand même. Non, on peut échouer permanemment. Mais voilà, et ça veut dire que vous n'êtes pas des compétiteurs. Et quand vous regardez même l'architecture de notre football ces 10 dernières années, ici, on est dans les échecs. On est en train d'échouer, c'est-à-dire que de façon répétitive. Même, regardez par exemple ce qui se passe depuis 10 ans. Donc, coach, on est le seul pays. En demi-finale, c'est qu'on a mérité ou quoi? Non, nous sommes arrivés en demi-finale. Vous ne me comprenez pas. C'est pas qu'on a mérité. Nous sommes arrivés. Ça, c'est un exploit. Non, quand on a vu. Vous savez, en matière de football, moi je suis peut-être pas entraîneur comme le coach, mais nous aussi, dans une autre vie, on a un tout petit peu tiré au ballon. Vous comprenez? En football, vous avez, quand une équipe qui veut gagner, vous voyez un futur vainqueur. Vous comprenez? Tout au long de... Oui, vous avez des vainqueurs. L'Espagne a remporté le mondial 2010 en Afrique du Sud, mais a perdu le premier match. A perdu le premier match. Vous comprenez? Mais quand, c'est-à-dire que vous avez des défaites qui vous annoncent de futures victoires. Tout comme également, vous avez des victoires trompeuses qui vous annoncent des catastrophes. C'était le cas du Cameroun, par exemple. Contre la RDC. Je peux vous dire que notre qualification n'obéit sur rien de scientifique. C'est-à-dire que c'est plus le hasard. C'est même plus, moi, à mon avis, c'est plus la maladresse des Maliens et des Burkinabés. Parce que le Cameroun ne méritait pas aller au deuxième tour. Eu égard à ce qu'on a vu sur le terrain. Et on l'honnêteté de le dire. Il le dit, ce n'est pas offenser qui que ce soit. Et moi, personnellement, ma déception est quand même grande. Parce que quand vous avez Martin Tungu, qui est une sommité en matière de l'entraînement au Cameroun, il faut avoir l'honnêteté de le dire, avec le coach Ndoubé Bosso, on était quand même à 10 semaines avant la compétition, vous êtes quand même en droit de vous attendre à autre chose que ce que nous avons vu. Vous comprenez? Oui. On est l'équipe en termes de jeu. On est l'une des équipes les plus piètres en termes de jeu pour pratiquer sur le terrain. J'estime que ce n'est pas normal. Inhérent à tout ce que le Cameroun a produit comme champion, j'estime que c'est pas très normal que ce soit le Cameroun qui offre ce visage-là. De surcroît, le pays organisateur. Parce qu'avant tout, le football, c'est d'abord un spectacle. C'est un jeu, mais c'est d'abord un spectacle. Il faudrait mettre des gens dans un minimum de conditions. Mais ça commence par l'administration. Parce que le terrain, c'est la phase terminale. Quand vous êtes dans une situation où le championnat ne se joue pas parce que les gens sont campés sur leur position, sur leurs intérêts égoïstes, vous voulez qu'on vous dise quoi? Tant qu'on va... Aujourd'hui, en football, il est difficile de tricher. Vous travaillez, vous avez des résultats. Vous venez bricoler, on vous renvoie à vos devoirs. C'est exactement ce qui s'est passé à travers ce champ. Partout ailleurs, il parlait de la Mauritanie tout à l'heure, partout ailleurs, vous avez des problèmes de développement de football, que certains pays investissent sur la politique jeune aujourd'hui, parce que c'est là l'avenir, c'est pas là où il faut passer. Ici au Cameroun, on n'investit pas, on ne fait rien à la base, et on espère que par des miracles absolus, on aura des résultats. Non, ça peut plus arriver. Pour t'aider, il paraît que le Mali, entre guillemets, n'a pas de championnat, mais qui sont en train de travailler depuis. Non, le Mali, il paraît entre guillemets. Non, regardez les gars sont sur un travail c'est-à-dire qu'un long processus et c'est ça. Regardez par exemple aujourd'hui. Regardez hier, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Regardez ce qu'a produit l'école des brasseries comme champion par exemple. Regardez la structure rivale. Allez interroger la qualité des formateurs qui étaient dans ces institutions-là. Vous aurez le résultat. Aujourd'hui, malheureusement, il faut qu'on comprenne que le football aujourd'hui, c'est à la base. Regardez aujourd'hui, les recruteurs ne viennent plus par chez nous. Or, vous avez des clubs professionnels européens qui ont des conventions avec des structures locales de formation au Sénégal, au Mali justement, en Côte d'Ivoire. Ces contrats n'existent plus au Cameroun parce que malheureusement, on n'a pas fait montre de beaucoup de sérieux ces dernières années en matière de formation. Et le résultat, il est là. Tant qu'on ne va pas se professionnaliser dans notre administration, parce que c'est par là que ça commence. Le terrain n'est que l'expression de ce qu'est l'administration. Quand on sera rigoureux, quand on aura des hommes
les hommes, comment on disait, bien formés à la place qu'il faut vous assurer que notre football changera. Les autres ne font pas la magie. Il faut juste travailler, investir, travailler après avoir des résultats. Mais quand on va se pencher sur des donneurs de dizaines de Bonaventure, bien faisant des incantations dans les tanières, ne soyez pas sûr que le résultat soit garanti. D'accord, allez. Cette émission est aussi interactive et il y a des messages qui sont déjà arrivés via notre plateforme WhatsApp ou encore par SMS sur le 695 80 74 70. 695 80 74 70. On va donc se donner la peine de déchiffrer quelques messages qui sont arrivés. Bonsoir, le plateau. Le coach est responsable de l'élimination des A'. Voilà, des A'. Comment comprendre qu'il laisse le meilleur buteur de la première division et beaucoup d'autres bons joueurs de la D1 pour aller sélectionner les joueurs en D2, D3 et D4. Voilà. Jacques Zoua et ses amis. C'est la D4. Bonsoir, le plateau. Le coach est... Bon, on a déjà lu ce message. On va lire un autre également. Bonsoir. Bonsoir au plateau. Moi, je donne juste mon opinion. Je ne suis pas du même avis que ces gens qui parlent mal des joueurs à prime. Ils n'ont pas de problème. Le problème, ce sont nos dirigeants camerounais qu'ils organisent d'abord notre football et qu'ils payent bien les joueurs. Sinon, on ne pourra plus jamais gagner une compétition de football. Ce n'est pas la magie. Celui qui travaille réussit. Tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Le Maroc et le Cameroun, c'est le jour et la nuit en matière de football. C'est Mbanga Jean-Claude depuis Douala au PK 21 qui nous envoie donc son message. La même chose. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Et, ok. Hier, lors d'une émission sur la chaîne nationale, Joseph-Antoine Bell a demandé au coach Pagou quel était le rôle en tant que superviseur. Il a répondu en disant qu'ils étaient chargés de superviser l'adversaire. Quel adversaire? Est-ce que c'est le rôle des superviseurs? C'est quoi cette équipe où on met des entraîneurs pour superviser un autre entraîneur et ceux-ci ne savent même pas quel est leur rôle? De plus, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de championnat pour justifier. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis. La débâcle. Le Mali n'a pas de championnat, mais ils ont une traçabilité en termes de joueurs et une expérience de la performance. Ce que nous n'en avons pas. Les meilleurs joueurs de ce pays à leur poste n'y étaient pas. Les meilleurs joueurs de ce pays à leur poste n'y étaient pas. Et les coachs n'ont rien proposé comme fond de jeu. Donc, ils sont nuls, dit le téléspectateur. Un joueur même l'a dit dans la tanière. Ah bon, que le staff technique est nul? Il n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. C'est un joueur dans la tanière qui l'a dit. Vous êtes au moins au courant. Salut à vous et au panel. Il y a deux équipes qui étaient super faibles dans cette compétition. Il s'agit du Cameroun et du Zimbabwe. Olivier 4 de Deido. Voilà, le Cameroun qui figure donc parmi les équipes faibles de cette compétition. Salut sur le plateau. Moi, j'aurais aimé que Jacques Zoua joue au moins la petite finale. C'est pas normal qu'il reste au banc de touche. Voilà. Jacques Zoua, qu'on a vu juste lors du match d'ouverture. Voilà. Et puis c'est fini. Voilà. Ça, c'est quand même un problème. Hein. Quand on sait le débat qu'a suscité la sélection de Jacques Zoua dans cette tanière, qu'il ne soit pas aligné tout au long de la compétition, franchement, j'espère que l'explication nous sera fournie. D'accord. Bonsoir, c'est Baker. Le coach a raison. Voilà, toi, avec les U17, et il n'avait rien gagné. Il vivait en Allemagne. Bon. Mais Zobel, oui. Il y a plusieurs cas comme ça. Hein. On a à Choubesson, on n'enlève rien à sa connaissance, qui arrive avec les juniors, et ça ne s'est pas bien passé. Après, il a répondu avec le Soudan. Oui. Donc, il y a plusieurs cas comme ça qu'on peut citer. On a eu avec Fovo, avec Zachary Toundi, qui est donc très très bon entraîneur sur le terrain. Quand vous voyez moi en tant qu'entraîneur, quand j'ai regardé ses séances de travail, waouh, quel entraîneur. Mais en compétition, en championnat de compétition, ça ne suivait pas. Donc, il faut, avant de faire quelque chose, il faut avoir la connaissance.
il faut être dans le bain. Il faut être dans le bain. Donc, encore que le coach Toa n'a peut-être pas gagné avec les U17, mais il faut dire qu'il a, mis en lumière beaucoup de un grand entraîneur n'est pas seulement celui qui gagne des titres. Beaucoup de footballeurs qui sont aujourd'hui lieux indomptables, notamment Ondoa. Bien sûr. On salue par ailleurs en passant le coach Richard Toa. Bien sûr. Football l'erreur. Voilà. Dites au coach qui vient de parler, il faut arrêter d'encourager la médiocrité. Ils sont tous nuls. Vous avez pour objectif. Bon, ok. D'accord. Pourquoi tu n'as pas tenu? Il faut lire. Il faut lire. Soit peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'on dit depuis. Bonsoir le panel. Dites à M. Edimo que pour avoir critiqué au haut niveau, il faut avoir flirté avec le haut niveau et qu'il s'agite moins. C'est signé Ebongue Douglas qui envoie le message. Il ne connaît pas. Non, même pas. Demandez pas Jacques demandez à Ebongue si Pierre Ménez a eu une licence de footballeur un jour. Demandez-le si Riolo a eu une licence de footballeur un jour. Vous savez, c'est ça le débat au Cameroun. Vous savez, parler de foot, avoir été footballeur par le passé ne vous prédispose à rien après si vous n'avez pas la formation ou bien le pédigré nécessaire. Très bien. Bonsoir à vous. Il faut d'abord bien organiser le championnat pour espérer gagner des titres et bien payer les joueurs. On n'avait que des tocards au stade. Vous pouvez voir les tocards arriver en demi-finale. Les tocards, c'est les non-partants. Aucun regret reçu vraiment. Ça faisait mal. Il faut dire qu'ils sont pros. Ça, ok, d'accord. Le message n'est pas très bien écrit. Quelqu'un qui nous envoie son message depuis Balmayo. On a lu également le message qui parlait du coach. Bonsoir, salut moi. Bon, ok, Jacques Zoua. On a lu le message qui concerne Jacques Zoua. Bonsoir, un très long message. Bonsoir le panel. Yves Clément Aroga connaît plus les réalités du championnat camerounais. Pour vous raconter même quoi. Martel Toungou Pilé qui connaît les réalités du championnat camerounais a fait combien d'années au quartier sans entraîner? Il sort d'où? Laissez un peu les gens tranquilles. Le football camerounais est à l'image de la gestion des affaires de ce pays. Trop d'amateurisme, trop de pots de vin, trop de corruption, trop de copinage. Voilà, c'est le message d'un téléspectateur. Et bon, pas seulement, pardon, laisser tout ça. Quand ils disent corruption, amateurisme, le Cameroun est quand même une grande nation de football qui compte non pas seulement sur le continent, mais qui compte dans le monde. Ouais. Et c'est parce qu'il y a des éducateurs, il y a des instructeurs, il y a des entraîneurs qui font le job. Donc moi, je ne peux pas laisser ça. C'est un peu comme si on disait qu'il n'y a pas de footballeur au Cameroun. Parce que si on parle de débâcle et tout, et que les gens se mettent à parler ainsi, ça veut dire qu'il n'y avait même pas d'équipe. Il n'y avait pas de joueurs. Mais pourtant, ils étaient 33. C'était peut-être pas les meilleurs au goût de chacun, mais c'est quand même 33 footballeurs camerounais qui jouent au football. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Je dis non. D'accord. Je mais en même temps, je vais rencontrer ça. J'ai dit d'entrée de jeu. Oui. Je suis convaincu, et le public le confirme, que le fait qu'on ait pris 6 buts en 2 matchs, l'opinion publique va vite oublier le palier qu'on a franchi. Mais moi, je vous assure, non. On a mal joué, on a été médiocre, on a pris 6 buts, on n'a pas eu un bon jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas produit du jeu. Ça, on le sait, mais reconnaissons tout de même, dans cet imbroglio, dans cette impréparation. On arrive en demi-finale. Quand même en demi-finale. D'accord. Bonsoir, c'est Désiré. Les Camerounais ont encore beaucoup à faire sur le plan footballistique. Bon, ils doivent sélectionner ceux qui méritent. Voilà. On va sélectionner ceux qui méritent. Bonsoir, c'est Francis. Ok. Je comprends votre mécontentement aussi. Il y a des messages qui continuent d'arriver et qu'on va lire. L'équipe de Yves Clément Aroga était plus forte que l'équipe de Ntungu Pili. Nous ne comprenons pas qu'au Cameroun, on sélectionne les joueurs par rapport à leur poche. Si tu n'as pas d'argent,
tu ne joues pas. Tungu Mpili a sélectionné les joueurs faibles.